Rebonsoir, bonsoir, bonsoir, bonsoir. On était déjà en direct tout à l'heure, mais bon, j'ai dû arrêter le direct pour aller voir ce qui s'est passé parce que notre hôte de la soirée, j'arrivais pas à le faire venir sur le direct. Donc, je vais le faire venir parce que le problème est résolu. Je le fais venir. Voilà. Bonsoir Ashley, mais super, contente de te voir dans ce direct. Bonsoir Ashley, bonsoir, bonsoir, ça me fait plaisir, mais oui, ça me fait plaisir que tu sois là. Bonsoir Missy Nadou, mais excusez-moi si j'écorche un peu vos prénoms ou vos noms, je suis désolée. Mais merci beaucoup, ma belle Ashley. Toi aussi, t'es magnifique. Merci, Amsatou Ibrahim. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Désolée, j'ai dû couper le direct tout à l'heure parce que notre hôte phare n'arrivait pas à nous rejoindre. Donc, il est là avec nous ce soir. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bonsoir à tous Donc, les auditeurs et ceux qui nous suivent à l'instant. bonsoir. Nous sommes très, très honorés de t'avoir parmi nous. Bonsoir, Coco Walla. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour les cœurs. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à ceux qui se joignent à nous. Bonsoir. Merci beaucoup de prendre part à ce direct. Je suis très, très honorée de se recevoir sur cette plateforme des entrepreneurs à succès. Waouh! Pour ceux que Le vous ne plaisir est savez pas, partagé. je vais vous dire quelque chose, les auditeurs. Mais ça fait 2 mois que je cours après Alexandre, hein, pour qu'il vienne intervenir. Oui, c'est vrai. Là, j'ai quand même pu trouver un bon moment pour qu'on puisse ensemble échanger et aussi pour que l'échange avec les auditeurs soit très interactif et aussi d'ailleurs très pratique parce que on va beaucoup parler de tout ce qui peut être entrepreneuriat, tout ce qui peut être défi, que ce soit au niveau avec notre contexte local qui est assez particulier. Et ensemble, on va survoler tous ces aspects-là. Et j'espère que je pourrai également répondre à certaines questions. Mais oui, mais oui, mais oui. Sur cette plateforme, vraiment, souvent les internautes sont très réactifs et les questions, ça ne manque pas souvent. Merci beaucoup, Lassana. Merci infiniment. Merci à vous tous d'ailleurs. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virginie Nyang. Je suis coach professionnel en entreprise et pour la famille. Comment on dit ça? Je me suis spécialisée dans le coaching d'entreprise parce que je suis passionnée par le monde de l'entrepreneuriat. Je suis dans le monde de l'entrepreneuriat depuis 19 ans. Moi-même, je suis entrepreneur et c'est un monde qui m'a toujours, toujours passionnée. Donc, le choix était vite fait quand j'ai fait mes études de coaching, que je fais encore d'ailleurs. J'ai déjà fini une partie, mais je continue parce que je suis très curieuse. J'aime bien creuser encore pour donner le meilleur de moi. Alors, quand j'ai fait ces études, on nous a posé la question, mais en quoi vous voulez vous spécialiser? Moi, tout de suite, la réponse était là. Je veux me spécialiser dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je coach les chefs d'entreprise pour pouvoir, certains parfois ont un chiffre d'affaires qui est en baisse et je les permets de remonter leur chiffre d'affaires. D'autres n'arrivent pas vraiment à gérer leur entreprise. Je les aide à mieux gérer leur entreprise dans tous les domaines, que ce soit le domaine financier, marketing, vente, relationnel, dans tous les domaines. Et j'interviens aussi dans les entreprises pour aider les chefs d'entreprise à pouvoir permettre à leurs équipes d'être plus optimiser leur travail, à être serein dans leur travail, à pouvoir être des bons employés. Parce que les bons employés font la force de l'entreprise. Si on n'a pas un bon employé, l'entreprise va couler. Comme je le dis souvent dans ces directs, l'entreprise, c'est comme le corps. La tête, c'est le chef d'entreprise et le reste du corps, ce sont les collaborateurs, comme moi j'aime bien les appeler. Si le corps est malade, l'entreprise va tomber. Donc, c'est très important de bien s'occuper de ses collaborateurs, employés pour ceux qui veulent, de leur permettre d'être à l'aise dans l'entreprise, de leur permettre de donner le meilleur d'eux. Et actuellement, en Europe, même pas actuellement, ça fait un bon bout, quelques années déjà, en Europe, en Amérique et beaucoup davantage en Asie, les coachs professionnels en entreprise sont très, très, très prisés pour pouvoir amener cette harmonie dans les entreprises, pour pouvoir permettre aux entreprises de mieux performer dans leur entreprise. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous rejoignent. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, c'est ce que je fais.
Et en parallèle aussi, je m'occupe des familles et j'ai créé aussi une émission Voix de femmes où on parle de tout ce qui a trait à la famille. Donc une fois, Alexandre, je t'inviterai dans notre émission Voix Oui, de femmes. volontiers, volontiers. Oui, volontiers. Voilà. Voilà. Vraiment, c'est un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, Alexandre, qui est Ndili Alexandre? Parle-nous un peu de toi, de ton affiliation, de qui tu es. Oui, alors, Alexandre Gillier, comme ça a été si bien présenté dans l'après-midi lors de ta précédente publication dans tes différents réseaux, Alexandre Gillier, c'est trans, c'est un jeune comme la plupart déjà de tes auditeurs aussi, et un entrepreneur en même temps. Et aussi, à côté, il exerce des tâches beaucoup plus consulaires dans le milieu de la diplomatie et tout. Et par ailleurs, je suis analyste financier. Donc, l'un des aspects importants aussi dans mon parcours, c'est la création justement d'un restaurant dont on parlera d'ailleurs bien tout à l'heure. C'est une chaîne de Bien restauration sûr. et oui, qui date pratiquement de 2016. Donc, le premier restaurant était à Yaoundé au quartier Vogada et aujourd'hui on en a 5. Wow. Donc, Alexandre aussi, c'est quelqu'un de polyvalent, qui a un peu touché à tout, parce que nous sommes dans un pays très résilient et pour vraiment survivre, il faut être polyvalent, il faut apprendre, il ne faut pas rester figé sur un domaine. Donc, c'est ça qui est la particularité du Cameroun, c'est ce qui est aussi la force des entrepreneurs que nous sommes. Donc OK. maintenant, Ah, pour le parcours, je te laisserai, au fil des questions, je pourrais ben oui, présenter mon sûr. parcours académique. Bien sûr. Oui. Il a quel âge, Alexandre Dili? Quel âge? Des frères, des sœurs, mariés, pas mariés, des enfants? On aimerait bien savoir qui est notre entrepreneur à Tout, succès. oui, tout à fait. Alexandre, pour le moment, bien évidemment, pour le moment, il est encore célibataire. Et en termes déjà de responsabilités, Alexandre a un parcours assez atypique, comme je l'ai dit dès le départ. Ça veut dire que j'ai été polyvalent, j'ai touché à beaucoup de domaines, mais je veux commencer dès le parcours secondaire. Donc, Oui. l'enseignement secondaire, j'ai obtenu mon bac au collège Vogt. J'ai fait la série B, ça s'appelait série B à l'époque. Donc, aujourd'hui, c'est la série SES. Donc, ensuite, j'ai fait des études de finance. Donc, j'ai obtenu une licence en banque, finance et monnaie internationale. Donc, c'est un cursus que j'ai fait, toujours au Cameroun, à l'USM. Ensuite, j'ai fait l'Institut international des assurances de Yaoundé pour pouvoir aussi me spécialiser en tout ce qui est produits d'assurance, que ce soit dans la branche IRD et aussi la branche vie. Donc, par la suite, avec un ami de très longue date, on s'est dit, voilà, tiens, il y a du potentiel dans l'activité de restauration au Cameroun. Les jeunes ont des attitudes, des tendances de consommation qui, avec le temps, se mondialisent. Ça veut dire que on a Exactement. plus une demande aujourd'hui. Tout le monde veut manger un burger, plus ou moins, découvrir ce que c'est. Tout le monde veut découvrir ce que c'est qu'un tacos. On s'est dit, tiens, en 2016, c'était il y a pratiquement 5 ans déjà, plus de 5 ans d'ailleurs, et on s'est dit, voilà, tiens, on peut lancer ça. Mais à cette période-là, on était beaucoup plus jeunes. On était, je veux le dire, assez naïfs. On se disait, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que peut-être nous attendrons? Peut-être que faudrait mieux peut-être attendre 30 ans pour se lancer et tout. On s'est dit non, il faut avoir de l'audace et essayer quelque chose. Même si avec le temps, on s'améliore, ce serait toujours bien. Donc, on a fait ce challenge il y a 5 ans et aujourd'hui, nous sommes plus ou moins satisfaits parce que ces 5 années nous ont permis de vraiment étudier le marché. Je reste dans Mhm. le domaine de la restauration et Oui. aussi ça nous a permis également de croître davantage. Donc, j'entrerai dans ces détails-là Mais oui, au fil de nos discussions. bien Donc, sûr. c'est un peu ça. Bon, à côté de ces responsabilités-là, j'ai une tâche, bon, qui peut être qualifiée de tâche honoraire, parce que je travaille également dans un consulat depuis pratiquement 2 ans. Et donc là, c'est de façon générale, ça, c'est un peu le profil d'Alexandre. Waouh, Alexandre, quel profil atypique, hein, comme tu viens de si bien le dire. Tu touches à tout, multicasquette un peu, hein. On retrouve Alexandre Effectivement. consulaire dans la finance, dans l'entrepreneuriat.
C'est magnifique, c'est magnifique. Sur cette plateforme, je joue un peu le rôle de Colombe féminin en fait. Donc, je prépare Oui. toujours mon petit questionnaire pour que nous puissions, moi et les internautes, en savoir plus sur ce que tu fais, que tu puisses nous donner vraiment envie de manger sur cette plateforme. On aime bien manger les entrepreneurs on les presse pour qu'ils nous donnent tout leur savoir, leur stratégie, comment ils font pour s'en sortir, pour arriver à être des entrepreneurs à succès comme toi. Tout à l'heure, j'ai demandé ton âge que je connais déjà, qui est 30 ans. À 30 ans, un parcours comme celui-là, moi, je trouve que c'est magnifique. Et Alexandre, il y a quelque chose que je t'ai pas dit. Si j'ai mis Oui. aussi en place cette plateforme, c'est surtout pour les jeunes. C'est pas que nos seniors ne pourront pas bénéficier, les seniors ne pourront pas bénéficier de toute la richesse qu'il y a sur cette plateforme pour les jeunes, parce que les jeunes aujourd'hui sont un peu en perdition. Les jeunes ont beaucoup de désinformation dans les réseaux sociaux. Et pour moi, je me suis dit non, il faut apporter quelque chose. Il faut apporter quelque chose de plus intelligent, quelque chose qui puisse amener aux jeunes de détourner le regard des jeunes vers toute cette désinformation qu'il y a dans les réseaux sociaux et que les jeunes se disent, ben, on a vu Alexandre dans une plateforme, dans un direct. Il nous a parlé de son parcours. À 30 ans déjà, il travaille dans un consulat, il est analyste financier et il a une entreprise à succès qui marche très bien au Cameroun. Au Cameroun, parce que souvent les jeunes en Afrique se disent on ne peut pas, on n'arrive pas, c'est trop dur. Et c'est ça que tu vas nous dérouler aujourd'hui, si c'est aussi dur. Et si c'est dur, par où on peut passer pour que ce soit un peu moins dur. Alors j'ai préparé un petit questionnaire. Voilà. Alors, parle-nous un peu de ton côté. En quelques fois, bon, tu nous as déjà parlé de ton cursus, parce que moi, j'ai préparé aussi pour que tu parles de ton cursus. Comment tu t'es retrouvé dans le monde de l'entrepreneuriat après un cursus Oui. scolaire comme celui-là? Oui. Donc déjà, c'est vrai que rien ne me prédestinait à être dans le milieu de la restauration parce que voilà, j'ai fait finance et tout. Mais je pense que ce qui est de fameux et de fabuleux dans l'entrepreneuriat quand on veut lancer une affaire, c'est justement cette soif de l'opportunité. C'est-à-dire l'opportunité qui se présente. Parfois, c'est pas toujours le projet le plus parfait dont on a pensé sur le papier, mais c'est aussi parfois le projet qui semble le plus, je vais dire, le plus pérenne quand on y croit, le projet qui semble le plus prometteur. Parce que quand on s'est lancé, on s'est dit, voilà, il y a un besoin qui est exprimé justement qui est exprimé par les jeunes en termes de qualité déjà aussi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de restaurants qui faisaient des produits de qualité, des besoins aussi exprimés par Mhm, les jeunes en termes aussi de nouveaux produits. Parce que avec le temps, les habitudes changent, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos introductif, et mhm, aussi il faut pouvoir suivre ces tendances-là. Et c'est un exactement. potentiel qui parfois n'est pas exploité. Donc Mhm, on a misé sur ça et on s'est dit tiens, voilà, on peut faire de la restauration rapide, amener un produit phare, mais euh, un produit qui va être différent de ce que les gens font. Parce que quand on veut se lancer dans une affaire, ou même peu importe, même si on veut faire un institut de beauté, qu'on veut bien faire lancer peut-être, je prenais l'exemple, une boutique de vêtements, il faut quand même pouvoir se différencier. Ça veut dire miser sur un concept, avoir une vision et se dire que bon, voilà, sur ces éléments-ci, je vais me lancer et je peux me différencier déjà de mes concurrents. mhm, Donc, on a eu l'audace d'ailleurs de lancer ce concept-là et on n'avait pas lancé dans les meilleures des conditions parce que c'était un produit qui d'ailleurs passait bien dans les quartiers comme Bastos, mais on s'est dit, bon voilà, on n'a peut-être pas les moyens prendre un loyer de prendre un local à Bastos parce que le loyer à Bastos est très cher. On s'est dit, bon tiens, on peut commencer dans un quartier un peu plus modeste mais populaire et pourquoi pas? S'il y a de la qualité, les gens viendront. Donc, c'est l'effet qui s'est produit parce qu'on s'est dit, bon, voilà, Vogada, c'est pas un quartier, je vais dire quoi, de la classe moyenne, c'est pas un quartier de la classe aisée. Mais oui, on a eu oui. cette audace-là, on a dit, lançons, mettons en place le concept. Si dans le temps, ça marche, pourquoi pas ne pas ouvrir à Bastos ou ailleurs. Donc, on a eu cette audace-là et on s'est dit, bon, voilà, mettons les bouchées doubles et ouvrons. Donc, je pense que la première des choses,
c'est déjà avoir l'audace, parce que c'est ça qui permet déjà d'avancer. Parce que Exactement. on a beau recevoir mille et un conseils des aînés, on vous dira toujours que non, le Cameroun est difficile, euh, que voilà, il ne faut pas investir au pays, voilà, il y a beaucoup de tracasseries, il y a les impôts, il y a cela, c'est une réalité. Mais Mhm. voilà, dans aucun pays, tout n'est acquis. Il y a certains pays où l'environnement des Exactement. affaires est plus facile euh, que d'autres. C'est clair que dans le pays dans lequel tu es situé en Suisse, c'est clair que la Suisse bénéficie d'une belle réputation en termes d'affaires qui n'est peut-être pas la même qu'un autre pays comme l'Italie, qui n'est pas la même que, je ne sais pas, le Danemark ou la Lituanie, par exemple. Donc, ces pays, chaque pays a sa spécificité, mais c'est pas pour autant que on devrait se décourager. On devrait plus se dire que bon, voilà, c'est dur, mais donnons-nous plus de chance et battons-nous en fait pour pouvoir surpasser tous ces obstacles qui sont mis. Exact. OK. Je vais juste rebondir sur quelque chose que tu viens de dire, que la Suisse, par rapport au Cameroun, c'est un pays où on a des facilités en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Oui, il y a certaines facilités, mais un entrepreneur, il reste le même dans le monde entier. Dans le monde entier. Si tu ne mets pas en place certaines stratégies, si tu n'as pas certaines qualités, un certain potentiel, tu ne peux pas être entrepreneur. Un entrepreneur, on voit en Suisse, hein, il y a des bon, parce que je disais tantôt dans l'ancien, dans le direct que j'avais lancé avant, que je suis dans dans un programme où on s'occupe des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Et le truc, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en Suisse, un pays comme la Suisse, qui est un pays très riche, hein, comme on le dit, les jeunes entrepreneurs meurent au bout de 3, 4 ans. 2 ans même, beaucoup meurent au bout de 2 ans. Au Cameroun, j'ai suivi un peu le ministère une interview du ministre des moyens, des petites et moyennes entreprises au Cameroun qui disait la même chose qu'au Cameroun, les startups et les petites entreprises meurent au bout de 2 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine éducation qu'il faut faire derrière. D'où l'initiative de cette plateforme. Il faut éduquer les jeunes entrepreneurs. Il y a des choses qu'il faut mettre en place. Un jeune entrepreneur, un entrepreneur, en général, doit avoir un mental de gagnant. Si tu n'as pas un mental de gagnant, tu peux pas faire dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut avoir une vision, certes. Il faut avoir un produit qui puisse solutionner, qui puisse apporter une solution. Dans ton cas, tu as apporté la solution d'un fast-food parce que les jeunes, avec le monde qui est en train d'évoluer, les jeunes regardaient les burgers à la télé, les kebabs et tout ça à la télé. Ils avaient envie de manger cela et tu as apporté une solution à ces jeunes qui ne vont plus rester dans le rêve de regarder seulement le burger à travers leur écran. Ça aussi, c'est très, très important. Donc, être entrepreneur, que ce soit en Suisse, en France, aux États-Unis ou en Afrique, il faut avoir certaines qualités qui sont vraiment pour tous les entrepreneurs. Donc, je voulais juste rajouter dans ce que tu as dit. Alors, Effectivement. Alexandre, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées depuis la création de ton entreprise, qui est d'ailleurs l'entreprise Food Squad? C'est ça. Bon, oui, oui, bon. Foot Square, en fait, ça a été lancé en Ouais, ah, 2016. ouais. Square, oui, oui, Square, comme en anglais, oui. Ça a été lancé en 2016 et c'est une chaîne de restauration locale parce que pour le moment, on n'est pas encore à l'international. Et comme j'ai précisé d'ailleurs tout à l'heure, c'est une chaîne de restauration dont la spécialité est le tacos. Donc le tacos, c'est vrai, ça sonne mexicain, mais on est dans une spécialité du tacos, c'est un peu à la française, un peu comme ce qui est fait par d'autres structures telles que Otakos et bien d'autres. Donc, on est dans cette configuration-là. Et, aujourd'hui, on compte 5 points. On en a 3 à Douala et 2 à Yaoundé. Donc, Douala, c'est au Grand Mall, à Bonamoussadi et à Ange-Raphaël, qui est une cité estudiantine. Donc, pour ce qui est de Yaoundé, on a un point à Carrefour Market à Iki et un autre au quartier Bastos. Donc là, ça fait cinq restaurants qui d'ailleurs évoluent. Donc maintenant, en termes de difficultés, on a connu pas mal de difficultés
surtout déjà avec la crise Covid, parce que la crise sanitaire mondiale a touché presque tous les pays. Et avec Effectivement. oui, justement, et avec les mesures restrictives qui ont été mises en place par le gouvernement camerounais, c'est-à-dire il y a d'abord une limitation du nombre de places dans les points publics, c'est-à-dire les restaurants, il fallait passer pratiquement à avoir une jauge de maxi moins de 50 personnes. Wow. Ensuite, il y a eu carrément des fermetures complètes. Donc, à ces mesures restrictives, on a été obligé, par exemple, de mettre une partie du personnel en chômage technique, ce qui n'est Mhm. pas, ce qui est parfois une mesure, une pilule très difficile à avaler pour les collaborateurs, les employés. Mhm. Et on a eu aussi à fermer temporairement. Donc, ce qui fait que ça a été quelque chose de vraiment difficile. Et après, quand vous fermez, c'est pas forcément un cas de force majeure dans les contrats de bail. C'est-à-dire, généralement, on va se dire que le locataire, le bailleur va se dire, voilà, c'est pas parce que vous avez fermé et tout, mais il faut toujours que vous payez le loyer. Donc, il y a eu cette difficulté-là, c'est-à-dire arrêter l'activité. Ça fait une baisse du chiffre d'affaires, un effondrement d'ailleurs du chiffre d'affaires. Oui. Ensuite, la mise en chômage technique de l'ensemble du personnel, ça fait entre 20 et 22 personnes qu'il faut mettre en chômage technique. C'était très difficile pour tout le monde, que ce soit pour les employés, parce que vous savez, en Afrique et dans notre contexte camerounais, quelqu'un qui travaille fait vivre beaucoup de personnes. Ça veut dire quelqu'un qui Effectivement. travaille dans un restaurant ou dans un salon de coiffure, dans une administration publique, il y a au moins 6 à 8 personnes, voire 10 personnes qui sont greffées derrière. Donc Effectivement. ça a été quelque chose de très difficile, la période Covid. Et on a dû fermer pendant des mois. Et Mhm. voilà, ça n'a pas été facile de relancer parce que même en relançant, vous avez les impôts qui sont derrière vous parce que les impôts, on a une particularité au Cameroun, c'est que on a un système fiscal qui est déclaratif. Bon, c'est aussi le cas dans d'autres pays, mais au Cameroun aussi, c'est assez particulier. Donc, il fallait déjà à ce niveau-là pouvoir se remettre à jour au niveau des impôts parce que si on ne le fait pas, on est exposé à un redressement fiscal. Et qui dit Mhm. redressement fiscal dit beaucoup de millions à payer. Donc ça a été l'une des difficultés particulières. Et ensuite, l'une des difficultés aussi depuis la création, c'était lié aussi au personnel. Parce que dans la restauration rapide, il y a un turnover. Turnover, c'est les rotations de personnel qui est Oui. très élevé. Mhm. Donc, c'est pas évident. Ça veut dire que vous avez des personnes que vous recrutez. Je parle beaucoup plus dans les personnes qui sont liées aux activités liées au service. Par exemple, si vous avez des serveuses, forcément, le turnover est très élevé. Mhm. C'est moins élevé chez les cuisiniers parce que un cuisinier en moyenne peut faire 1 an, 2 ans, voire plus, mais le service, ça tourne rapidement. Et comme en Europe, c'est presque la même chose en termes de turnover, parce que vous allez voir dans les grands fast-food en Europe, c'est beaucoup plus les étudiants qu'on recrute. C'est des Exactement. jobs étudiants. Quand on travaille à McDo, on travaille à KFC, chez des jobs étudiants et c'est déjà intégré dans le processus. Donc, c'était difficile pour nous de le faire parce qu'il fallait tout le temps organiser des recrutements. Parfois, il y avait des moments où il n'y avait pas de personnel et tout. Et à côté de ça, en parlant des difficultés, il y avait d'autres difficultés d'ordre liées à notre mentalité, liées à notre contexte. Parce que c'est ça l'entrepreneuriat. Peu importe où vous êtes, vous aurez toujours des employés qui volent. Véreux. Oui, des employés qui vont voir la véreux. Il y aura aussi du gaspillage. Et même comme je l'ai dit tout à l'heure dans le recrutement, il y aura peut-être pas il y aura toujours des, des profils qui ne sont toujours pas adaptés Mhm. à l'activité. Donc maintenant, là, je vais répondre parce on a posé des questions. Une question, Euh, voilà. J'attendais que oui, tu oui, finisses pour répondre à voilà, cette oui, oui, tout question. à fait. Oui, oui. Donc le tacos, je répondrai à la question. Le tacos qu'on propose est composé d'une tortilla. La tortilla, c'est une sorte de galette de blé parce que la composition, elle est faite à base de blé. À l'intérieur, on y trouve des frites, c'est-à-dire des frites de pommes. On y trouve de la sauce fromagère qui est faite maison. Et on y trouve également d'autres sauces et aussi de la viande. Ça dépend du type de viande en fonction du tacos. Vous pouvez par Mhm. exemple prendre un tacos poulet. Forcément, ça va être composé de blanc de poulet. Vous voulez prendre un tacos viande, ça va être de la viande de bœuf. Si vous voulez un tacos gambas, parce qu'on en propose aussi, ça va être Ah avec les oui. crevettes, par exemple, oui. Wow. Donc, ce qui fait que le concept est, on va dire, c'est occidental, c'est clair, mais on a essayé de mettre une touche locale au fil du temps. Parce qu'aujourd'hui, rien que par exemple sur le burger, il y a des burgers qu'on fait à la banane, par exemple. Donc, il y a un banana burger qu'on propose qui est plus adapté. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, il y a les tacos, il y a tacos avec les crevettes.
Et comme on le sait très bien, les crevettes, voilà, c'est notre identité parce que Cameroun, quand on met en portugais, c'est Camaroes. Donc, Oui, c'est c'est Camaroès, les Rio de crevettes. Voilà, Camaroès. exactement. Donc, il y a quand même cette tacos crevette-là. Et aussi, on utilise beaucoup de produits locaux. C'est vrai qu'on voit parce qu'on se dit toujours que c'est l'étranger, mais les produits locaux, la tomate, on l'achète au marché fondu. Tous les ingrédients, la laitue, c'est local, la viande, c'est local. Donc, c'est quand même une chaîne de production, une chaîne globale qui C'est magnifique. voilà, tout à fait. Donc, maintenant, au niveau du personnel, aujourd'hui, avec les 5 restaurants, on compte en moyenne, vous savez, le turnover est élevé, mais on est quand même sur plus d'une trentaine d'employés, que ce Wow. soit en emploi direct et en emploi temporaire, parce qu'il y a il y a ce qu'on appelle les emplois temporaires. Ça veut dire qu'il y a des employés qui travaillent uniquement les week-ends, Mhm. d'autres qui sont recrutés en fonction de l'activité, mais il y a aussi d'autres qui sont fixes et statiques. Donc, c'est un peu ça pour répondre à la question liée à ça. Donc, je vais maintenant ressurgir sur le salaire minimum. Je vais rassurer déjà l'auditeur qui a posé la question. Le salaire minimum, on est quand même déjà au-dessus du SMIC, il faut se rassurer. Euh, on a quand même des salaires qui sont plus ou moins adossés aux réalités du marché et quand même bien, pour, à mon avis, assez confortable. OK. Alors, il y a un internaute qui a posé la question, quelle est la différence entre faire le commerce et faire l'entrepreneuriat? Je crois que tu es entrepreneur, oui. Donc, Oui, homme voilà, d'affaires, je crois que c'est la question qu'il a envie de poser. Je te laisse oui, oui, répondre. Voilà. tout à fait, oui. Donc, je pense que déjà, entre ces deux questions, entre faire le commerce et faire de l'entrepreneuriat, la différence est déjà au niveau du mindset. Ça veut dire que l'état d'esprit, parce que l'entrepreneur, c'est vrai, on a toujours l'impression que c'est un terme sexy, c'est un terme à la mode, mais il se démarque déjà par le fait que, euh, c'est vrai, il mène une activité commerciale, mais la différence est beaucoup plus peut-être au niveau de l'état d'esprit, la façon dont il voit les choses, qui est parfois un peu différente je vais dire quoi, du commerçant lambda. Parce que je vais prendre par exemple le cas d'une Bayam Salam, par exemple. La Bayam Salam qui est au marché, que ce soit au Fundi, que ce soit au marché d'un Coleton, que ce soit à n'importe quel marché, ou en Kouloulou à Douala, par exemple, elle, qu'est-ce qu'elle fait généralement de façon classique? Elle achète auprès de son fournisseur. Ça veut dire qu'elle achète soit auprès du fournisseur, soit auprès d'un grossiste ou, voilà, ou bien d'un producteur, par exemple, de tomates ou d'ananas. Et dès qu'elle achète directement, elle revend et elle se fait de la marge. Or, l'entrepreneur peut avoir le même mode opératoire, mais il peut à la différence de la Bayam Salam, apporter plus de valeur ajoutée. Ça veut dire Exactement. que au-delà de l'achat traditionnel pour la revente classique, Mhm. l'entrepreneur peut par exemple dire que bon, je vais mettre un service après-vente. Ça veut dire que mon asso qui vient tout le temps acheter chez moi, est-ce que je peux prendre son numéro pour peut-être la relancer, peut-être lui dire par exemple de temps en temps, par exemple, lui faire un message très tôt le matin pour lui dire à 5 heures que bon, viens à 6 heures, le plantain est déjà prêt. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est en termes de valeur ajoutée, c'est déjà essayer de se différencier et Mhm. aussi faire des choses différemment. C'est-à-dire faire des choses forcément qui sont différentes de ce qui se fait de façon archaïque. Donc là, je ne sais pas si je réponds parfaitement à la question de Oui, oui, l'auditeur, mais c'est bien. c'est ce que oui, c'est ce que j'essaye c'est la façon dont j'appréhende l'entrepreneuriat par rapport au classique. Ça veut dire apporter de la valeur ajoutée, faire les choses différemment, les arranger et créer plus de valeur parce que aujourd'hui, le plus important, c'est de créer plus de valeur dans ce qu'on fait. Parce que si on ne se limite que à l'achat et à la revente classique et qu'il n'y a pas d'autres pôles, pour moi, à la limite, voilà, qu'on soit commerçant ou entrepreneur, on est très limité. Exactement, C'est exactement. tout. Donc, tout est dans le mindset, tout est dans l'état d'esprit. Exactement. Alors, ce que moi je rajouterais pour faire la différence entre, en fait, le commerçant, c'est un peu l'homme d'affaires, la femme d'affaires, et il y a aussi l'entrepreneur. La différence, c'est que l'entrepreneur apporte toujours une solution à un problème. Un exemple, par exemple, je suis dans un quartier et je vois plein d'ordures. L'entrepreneuriat va se dire, c'est quoi, qu'est-ce que je peux mettre en place pour pouvoir pallier à ce problème-là? C'est ça l'entrepreneur. Il va se dire, OK, je vais peut-être acheter des sacs poubelles et puis recruter des gars
qui vont ramasser les poubelles. Et je vais prendre cette poubelle que je vais transformer après en compost. Ça va me permettre de revendre le compost et gagner de l'argent. Il va Effectivement. apporter la solution parce il va pouvoir, il va permettre à ce quartier d'enlever les ordures dans le quartier et se faire de l'argent avec le compost. C'est un peu ça l'entrepreneur. L'entrepreneur apporte toujours les solutions à des problèmes types. Alors que l'homme d'affaires, c'est vraiment, comme tu as expliqué tout à l'heure, avec vraiment terre à terre avec la femme du marché, j'achète et je revends. Je gagne un marché, je le livre et voilà. Et puis je gagne mon argent et puis je m'arrête là. L'entrepreneur, c'est autre chose. C'est vraiment ce qu'on a expliqué. J'espère qu'on a répondu à vos questions, Alexandre et moi. On va un peu continuer avec mon petit questionnaire que j'ai mis en place. Alors tu m'as parlé des difficultés. Alors, parmi les difficultés que tu m'as énumérées tout à l'heure, tu as parlé beaucoup. Il y a une difficulté qui est ressortie deux fois. Recruter les employés et la problématique des employés. Au niveau de l'Europe aujourd'hui et des États-Unis et de l'Asie, beaucoup d'employés aujourd'hui mettent en place, prennent des coachs professionnels pour pouvoir rééduquer les employés et ça marche très, très bien pour rééduquer les employés, pour pouvoir permettre aux employés d'avoir un état d'esprit qui les permette d'être fidèles dans leur entreprise, d'être honnêtes dans leur entreprise, de pouvoir être performants dans leur entreprise. Est-ce que c'est une solution, toi qui vis au Cameroun, entrepreneur au Cameroun, qui pourrait te dire, qui pourrait te tenter, prendre un coach professionnel pour apporter ce plus à tes employés, en sorte que tu puisses, comme beaucoup d'entrepreneurs ici, être soufflé de ce côté, se dire, le coach, il va faire le travail, il va me rééduquer mes gars, il va faire en sorte qu'il n'y ait plus d'absentéisme, que les gens ne viennent plus travailler juste pour un mois ou pour 2 mois, qui ne volent plus, par exemple, dans la caisse. Est-ce que ce serait une solution pour toi de te dire, je peux investir sur un coach qui puisse m'apporter ça dans mon entreprise, sachant que si aujourd'hui j'ai des employés qui sont performants, qui sont honnêtes, qui sont loyaux, donc moi je dors tranquille, mon entreprise fonctionne à 100%. Ce serait une solution pour toi? Effectivement, je confirme, ce serait une solution parce que, comme tu l'as si bien dit, tu as décrit l'environnement. On est dans un environnement qui parfois semble être nocif avec nos ressources humaines. Et c'est une réalité parce que le coaching a toute sa place parce que aujourd'hui, moi personnellement, la difficulté que j'ai parfois, c'est je mets aujourd'hui beaucoup de barrières au niveau des recrutements et je mets en même temps beaucoup plus de temps. Parce qu'avant, c'était du classique. Ça veut dire qu'on veut recruter, quand l'entreprise veut recruter, on publie l'offre d'emploi généralement sur nos pages Facebook, Instagram, Twitter, pour déjà essayer d'avoir un maximum de candidatures. Et par rapport aussi à nos offres d'emploi, on travaille aussi avec le Fonds national de l'emploi. Parce que le Fonds national de l'emploi a une base de données de candidature, que ce soit cuisinier, que ce soit serveur et tout. Donc, avec le Fonds national de l'emploi, et notre stratégie de publication et de boost des offres d'emploi, ça nous permet déjà d'attirer beaucoup de candidatures. Maintenant, à côté de ça, l'autre difficulté, c'est pas seulement d'avoir les candidats parce que, le coaching a une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce que, il y a beaucoup, vous savez qu'on est dans un environnement parfois où on fraude énormément. On fraude Oui, avec les faux diplômes. oui. On fraude parfois même sur tout ce qu'on mentionne sur les CV. Donc, vous aurez des profils, vous recevrez de très bons CV, de belles lettres de recommandation, de belles lettres de motivation. Mais en réalité, voilà, la lettre de motivation, c'est un copier-coller sur le net. Le CV, on rajoute des entreprises dans lesquelles on n'a jamais mis les pieds. Quand J'en on fais quelque demande, chose. oui, quand on demande le bulletin de paye, c'est un bulletin qu'on passe à Ange Raphaël au Cradat comme ça. Et après, donc, du coup, le coaching est important déjà en amont et avant d'arriver en aval, parce qu'on va arriver sur l'aval. Déjà, en amont, ça permet déjà, au moins avec une due Exactement. diligence, ça va Oui. d'avoir d'abord de mener des enquêtes pour voir est-ce que le diplôme présenté est original, est-ce Mhm. que le parcours de cette personne, est-ce qu'il y a des contacts, des contacts de référence sur lesquels on peut se référencer pour voir effectivement s'il a travaillé là ou s'il a fait son stage là. Donc, c'est déjà ça, ce filtrage qui est important. Très Maintenant, important. après, dans la phase de l'entretien,
Évidemment, il faut quand même faire des tests. Ça peut être aussi l'importance du coaching. Ça veut dire que si on met, par exemple, pour mon cas d'activité de restauration, si on met un coaching, par exemple, de 2 jours pour une personne qu'on a recrutée, ça permet déjà de voir de Eh oui, façon psychotechnique comment oui, est-ce que la personne totalement. se comporte, est-ce que Mhm. la personne a la bonne mentalité, est-ce que le Exactement, candidat ou la candidate épouse la culture de l'entreprise. Parce que exactement, on peut avoir de bons candidats, mais aussi des candidats qui sont, voilà, qui ont une mentalité autre, qui n'est pas exactement, compatible avec la culture de l'entreprise. Donc, le exactement. coaching, dans ce sens, a une importance pour nous les entrepreneurs, parce que ça nous Oui, permet déjà au moins, que ce soit en amont, que ce soit en aval, de pouvoir déjà filtrer et retenir au moins la crème. C'est vrai qu'il n'y aura pas de filtrage à 100%, mais au moins, ça pourrait réduire le turnover, exactement. c'est-à-dire la rotation en termes d'employés. Exactement. Alors, donc, le coaching est, selon toi, recommandé. Ce serait bienvenu au niveau du Cameroun parce que si je t'ai posé cette question aujourd'hui, parce que beaucoup d'entrepreneurs au Cameroun ont cette problématique avec les employés. Et quand je vois comment les entrepreneurs ici, on demande pourquoi en Europe ça tourne, pourquoi ça marche, parce que les Européens aujourd'hui mettent ces stratégies en place. Il y a pratiquement une entreprise sur deux a un coach dans son entreprise pour pouvoir réguler toutes ces choses-là. Parce que dans nous, en tant que coach, on a pris des stratégies qui font que si une personne est un peu malfrat, c'est vrai qu'on joue un peu avec la psychologie, on pousse en ce qui concerne la psychologie, on arrive à détecter quand une personne est une personne véreuse, quand c'est une personne qui n'est pas à sa place, quand c'est une personne qui ne va pas épouser, par exemple, la vision de l'entreprise. Nous avons des techniques qui permettent qu'on détecte des personnes comme celle-là. Et je vais parler d'une petite histoire. C'est toi qui as l'honneur, mais pour appuyer un peu ce qui concerne le coaching, je parlerai du Rwanda, qui est un pays comme nous savons tous ceux qui sont là. J'espère que le Rwanda a été un pays qui a vécu un génocide, qui a permis qu'aujourd'hui le Rwanda est classé parmi les pays qui deviennent les pays les plus riches d'Afrique, un pays qui vient de vivre le génocide. Ce qui a aidé le Rwanda, ce que beaucoup ignorent, c'est que quand le Rwanda a commencé à se reconstruire, ce que le président rwandais il a fait venir l'ONG Humanium. Humanium, c'est une ONG où ils ont bourré cette ONG de coachs. Les coachs allaient dans les villages, ils allaient partout. Et beaucoup de gens ne le savent pas. Et ils ont permis aux Rwandais de se réconcilier, aux Rwandais de changer la mentalité des Rwandais qui aujourd'hui, ils vivent ensemble. Il y a encore des choses à faire au Rwanda, mais ils ont gagné au moins 90% des défis qu'il fallait gagner au Rwanda. Et aujourd'hui, on voit comment le Rwanda, c'est un pays qui roule. Donc, cette question était Effectivement. une question vraiment très ciblée pour voir si au Cameroun, les entrepreneurs commencent à comprendre qu'aujourd'hui, il faut absolument avoir ce que l'Europe utilise beaucoup, l'Amérique, et qui fait le succès dans les entreprises, les coachs dans les entreprises. Je te remercie déjà d'être favorable à cette proposition. Merci beaucoup, Oui, oui, Alexandre. tout à En ce fait. qui concerne les difficultés financières, est-ce que, parce que je crois que tu m'as parlé des difficultés financières aussi pour avoir les crédits dans les banques Oui, oui, ou, tout à fait. Oui, oui, voilà. oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc, je vais Alors, rebondir j'ai là eu une sur. information comme quoi, avec Oui. avec le ministère des petites et moyennes entreprises au Cameroun, il donnait des fonds aux jeunes entrepreneurs. Est-ce que les jeunes entrepreneurs sont assez au courant de cette information ou alors c'est une information qui est juste pour certaines personnes? Est-ce que on parle de ça à la télévision, à la radio, pour informer le Camerounais lambda que un jeune entrepreneur qui veut se lancer peut bénéficier de ces fonds? Bon, déjà, théoriquement parlant, c'est-à-dire qu'il existe beaucoup de programmes d'accompagnement des jeunes, que ce soit au niveau du ministère de la jeunesse, que ce soit au ministère des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. Il existe effectivement des programmes. Mais maintenant, parfois, l'accessibilité, ça veut dire que la soumission ou bien avoir la bonne information, c'est-à-dire quand est-ce que le communiqué est fait, c'est où c'est le plus difficile parce que après un moment, c'est très, très informel où généralement on vous dit quoi? Vous allez voir par exemple que la date de soumission est le 22 mai, mais le communiqué il passe sur Cameroun Tribune le 18.
Donc, forcément, c'est pas tout le monde qui aura 4 jours pour vite soumissionner. Donc, sachant qu'il faut monter un business plan, sachant qu'il faut mettre beaucoup de documents administratifs. Et comme vous le savez très bien, les documents administratifs, c'est ce qui prend le plus de temps. Parce que vous Oui. n'allez jamais vous pointer rapidement à une sous-préfecture. On va vous signer, par exemple, un certificat ou aller aux impôts, aller directement retrouver tel élément ou tel élément, c'est-à-dire déposer un certificat de localisation, etc., etc. Donc, il y a tellement, justement, il y a ces délais-là. Donc, l'information n'est pas à la portée de tous. Sache que je veux le dire parce que c'est pas tous les jeunes qui lisent le Cameroun Tribune. C'est pas tous les jeunes. Le constat est alarmant, mais c'est pas tous les jeunes qui suivent le 20h30 pour être au courant d'un projet. Ouais. Donc, ce qui fait que ces projets étatiques sont bien existants. Il y a des lignes de financement, mais parfois l'information est tardive, l'information est, on va dire quoi, un peu officieuse. Parfois, on ne sait pas qui on a sélectionné, il n'y a pas une certaine transparence. Donc, en même temps, les responsabilités sont partagées, autant au niveau de ceux qui souhaitent avoir accès à ces financements, et aussi autant du côté des autorités. Donc, Mhm. c'est l'information, et l'information est capitale. Parfois, on l'a tardivement, malheureusement. Et je vais mettre même, j'y mettrai un parallèle avec aussi les bourses, par exemple. Ouais, les Mhm. bourses scolaires, les bourses scolaires pour le suivi, la suite des études académiques à l'étranger. Mhm. Parfois, on ne sait même pas quand est-ce que c'est distribué. On ne sait pas si on donne aux ceux qui ont les mentions très bien. On ne sait pas, tout est un peu mystifié, tout est Ok. informel, tout est officieux. Donc, c'est pour répondre à ta question. Euh, il y a cette opacité-là, comme l'a si bien précisé l'un des auditeurs qui nous suit. Ok, super. Ouais. Merci beaucoup. En tant qu'entrepreneur, quels sont les pièges qu'il faut éviter? Quels sont les pièges que tu pourras donner à nos internautes qui nous suivent aujourd'hui, des pièges à éviter? Et dans le Oui, contexte que tu vis au Cameroun, par exemple. oui. Donc déjà, il y a tellement de pièges, mais pour ne pas être très long, je vais vraiment me focaliser sur 4 points essentiels en termes de pièges à éviter au niveau de l'entrepreneuriat. Le premier point, on sait généralement, c'est le business plan. Le business plan surréaliste. Je précise bien surréaliste. Et on sait généralement que pour avoir un financement, pour matérialiser son projet, pour avoir une vision sur ce qu'on veut lancer, il faut quand même modéliser tout ça et matérialiser tout ça dans un business plan. Donc, le Mhm. business plan, c'est un document généralement de 20 à 40 pages. Ça dépend de l'activité, voire moins. Exactement. Donc, qui permet déjà d'avoir des prévisions sur l'activité commerciale, comment est-ce que l'entreprise va générer son chiffre d'affaires au bout de 5, 10 ans, quel est le business model, ça veut dire que comment est-ce que l'entreprise va gagner de l'argent. Il y a tous les pôles, c'est assez complet pour un business plan. Mais la réalité, c'est que parfois, le jeune entrepreneur pense qu'il suffit juste du business plan pour avoir du financement. Et c'est Mhm. où on tombe tous dans le piège, moi y compris, parce que j'ai connu cette réalité-là. Et ça a été quand même très difficile à avaler. Et je vais revenir justement sur ce business plan, parce que parfois, on va faire un business plan ça va se faire, soit on se fait accompagner par un Mhm. coach, comme tu l'as si Oui, bien dit, bien soit sûr. on peut, voilà, si on peut dire, soit maintenant, si on a quelques petites capacités personnelles ou certaines formations, on peut nous-mêmes établir notre business plan. Mais généralement, dans le business plan, qu'est-ce qu'on verra? On verra toujours dans le business plan que voilà, le premier trimestre, on aura une projection de tel. Euh, la deuxième année, on aura par exemple, j'ai un exemple, les 10 millions. La troisième année, on aura 40 millions. La quatrième année, on aura 80 millions. Mais tout ça, ce n'est que des prévisions. Exactement. C'est des prévisions dans les nuages, on va le dire ainsi. Donc rien ne prouve Mhm. que ça va être effectivement ça. Donc Eh ce oui. qui fait qu'on se dit toujours qu'il suffit d'avoir le bon business plan pour avoir le financement. C'est loin de là, c'est loin de là. Donc, c'est pas la réalité. Donc, il faut éviter d'avoir des business plans surréalistes, soit essayer de le rendre un peu plus réaliste. C'est-à-dire OK. essayer, par exemple, de discuter. Si on veut, on a la recherche d'un financement, discuter avec le gestionnaire de compte, qui est généralement la première interface avec la banque. Si on a des partenaires un peu dans le cercle amical ou professionnel, discuter avec ses partenaires, mais être, je vais dire, pas modeste, mais plus réaliste dans son business plan. Donc, ne pas faire des projections farfelues, ne pas exagérer sur les prévisions des chiffres d'affaires et rester le plus réaliste possible. Donc, c'est pour moi, un des premiers pièges à éviter. Avoir le business plan le Le plus business réaliste. plan réaliste.
réaliste, effectivement. Donc maintenant, par la suite, pour le deuxième point en termes de pièges à éviter, je pense aussi que il faudrait ne pas sous-estimer ses charges. Parce que généralement, pour les entrepreneurs qui se font accompagner soit par un comptable ou pour ceux qui ont comme je l'ai dit tout à l'heure, ceux qui comprennent bien la comptabilité, ceux qui peuvent monter un compte des résultats, beaucoup vont sous-estimer certains pôles de charges, c'est-à-dire peut-être un aspect, par exemple, des charges externes de l'entreprise qu'on néglige et qu'on ne mentionne pas dans son compte des résultats. Donc, du coup, vous aurez l'impression que sur le compte des résultats annuels, je fais un bon résultat, je fais un résultat net positif, mais après, ça ne va pas, il n'y aura pas de cohérence avec le cash, c'est-à-dire le montant en cash et tout. Voilà, parce qu'on aura sous-estimé certaines charges. Et aussi, cette sous-estimation des charges peut également s'observer aussi, généralement, quand on définit son prix de vente. Parce que généralement, peu importe l'activité, je prends le cas, par exemple, d'un exemple basique. Si on est dans un salon de coiffure, par exemple, on lance un institut de beauté et qu'on décide de fixer, par exemple, la coiffure homme c'est un exemple, à 1000 francs. Dans les 1000 francs, il faudrait déjà savoir que dans les 1000 francs qui sont fixés, il y a toute une série de pôles de charges qui sont inclus dans les 1000 francs qu'on propose. Il y a une quotité au niveau du loyer, parce qu'on paye un loyer pour faire le salon de coiffure ou un institut de beauté. Il y a du loyer qui entre. Il y a la consommation d'électricité, parce qu'on peut faire tourner la clim, parce que s'il y a des clients, forcément, il y a de la clim, il y a du ventilateur, il y a l'éclairage. Donc, tous ces éléments doivent entrer dans le coût. Et ça permet maintenant de vérifier si, en fixant un prix de 1000 francs, par exemple, pour le salon de coiffure, pour une coiffure homme, est-ce que je m'en sors réellement en fonction de mes charges? Or, beaucoup les sous-estiment ces coûts. Donc, du coup, on a l'impression qu'avec 1000 francs, on fait pratiquement 100 têtes par jour, mais à la fin, on ne gagne rien, en fait, en termes de revenus. De revenus. Donc, ça, c'est pas de revenus. Donc, ça, c'est parfois ces difficultés-là qu'on trouve. C'est-à-dire, on sous-estime les charges, on sous-estime les coûts. Et après, on est amèrement surpris parce qu'en fait, le résultat est négatif. Exactement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un deuxième piège aussi à éviter. Donc, je me répète, on a parlé du business plan qui est parfois surréaliste et qui n'est pas adapté à la réalité de l'activité et qui parfois ne permet pas d'avoir des financements escomptés. Ensuite, on a parlé de tout ce qui est sous-estimation des charges, parce que c'est quelque chose qui est très important et ça permet au moins de suivre son activité et ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Parce que c'est toujours à la fin qu'on se rend compte qu'on a beaucoup vendu, mais on n'a rien gagné. Exactement. Voilà. Donc, parfois, on accuse un peu tout le monde. Exactement. Donc, à ce côté-là, c'est aussi l'autre point essentiel aussi, c'est parfois, ça va un peu rejoindre un peu ton domaine particulier qui est le coaching, c'est de négliger l'impact de la vie privée. Exactement. Parce que quand on se lance dans cette activité, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas de vie, on n'a plus de vie, comme on dit. On n'a plus de vie. Parce que l'entreprise nous suit jusqu'à la maison. Oui. Parce que même si tu fermes le bureau à 17h ou 18h, bah, il y a une certaine continuité d'activité. Donc, du coup, ça impacte. Donc, du coup, ça impacte l'épouse, ça impacte la femme, ça impacte la petite amie ou les enfants. Parce que ça veut dire que parfois, on est absorbé par le travail et on ne consacre plus une certaine partie de hormis l'activité professionnelle, à la famille. Et ça crée beaucoup de problèmes. Ça peut créer des séparations, ça peut créer des divorces dans la suite. Donc, c'est quelque chose qu'on néglige beaucoup, mais ça a un impact parce que la vie sentimentale, amoureuse et familiale permet à l'entrepreneur, ça permet à l'entrepreneur d'avoir un certain équilibre. Parce que c'est important. Parce que si on est tout le temps submergé dans le travail, on est à la merci de tout, du stress qui est dangereux. Par exemple, plus tard, si on n'a pas une bonne alimentation, c'est lié à l'hypertension, il y a le diabète, tout ce qui peut venir après. Donc, ça nécessite quand même de ne pas négliger cet impact qui est lié à la vie privée. Et comme dernier point, avant de répondre à la question de Monsieur Alexis, c'est au niveau du manque de vision et d'ambition. Parce que parfois, on a une idée. Voilà, on se dit que bon, voilà, il suffit d'avoir l'idée, mais ça ne suffit pas. Après l'idée, on se dit que bon, il faudrait peut-être qu'on ait les fonds. Mais après, le tout n'est pas d'avoir la bonne idée,
ou l'idée la plus sexy au monde, l'idée la plus rentable. Le tout n'est pas d'avoir les fonds, mais il faudra aussi avoir de l'ambition et une certaine vision. Parce que quand on a de la vision, ça permet déjà d'éviter la navigation à vue. Ça veut dire qu'on sait aujourd'hui qu'on se lance dans telle activité. Si je Mhm. me lance, par exemple, dans la culture, par exemple, l'agriculture, dans la production de l'avocat, je sais par exemple que, voilà, si je plante, si j'achète mes plants pour, pour s'aimer mes avocats aujourd'hui. D'ici 3 ans et demi, ils seront très grands. Donc Mhm. là, je me projette déjà dans les 3 ans et demi. Maintenant, Mhm. je peux me dire que je peux me projeter dans 5 ans, 10 ans en disant que voilà, au lieu de vendre classiquement l'avocat, c'est-à-dire mon avocat qui sera sorti de mes champs, peut-être que je peux ajouter de la valeur ajoutée. Je peux peut-être extraire l'huile de l'avocat et l'exporter, pourquoi pas, Exactement. Ouais. Ça, c'est ou ça, on a peut-être avoir des compris. partenariats. Voilà, donc tout ça entre dans pour moi, la vision et aussi l'ambition, parce que c'est important d'avoir de la vision, c'est important d'être ambitieux, parce que ça permet quand même d'être tout le temps motivé, même quand on est très bousculé par les soubresauts de l'activité. Exactement. Ça, Oui. c'est superbement bien développé. Franchement, je n'ai plus rien à ajouter. Alors, la question de Monsieur Alexis, sur le coup, Oui. Alexandre, tu t'en sors dans son business si ce n'est pas discret. Quel est ton chiffre Oui, d'affaires? oui, oui. Alors. Oui, oui. Alors, je vais répondre de façon transparente à Monsieur Alexis en disant que déjà l'activité de restauration aujourd'hui est vraiment impactée par la conjoncture. Aujourd'hui, il y a l'inflation qui est galopante au niveau de l'économie locale. Aujourd'hui, l'huile n'a plus le même prix qu'avant. Un bidon de 20 litres d'huile n'a plus le même coût qu'il y a 2 ou 6 mois. Aujourd'hui, avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il est difficile, par exemple, pour le producteur, c'est-à-dire que le producteur local ou l'agriculteur local, d'avoir les engrais pour avoir des plantations, pour avoir des rendements plus performants. Donc, du coup, s'il n'a pas beaucoup de produits évacués, forcément, le peu de produits qu'il va évacuer va avoir un coût assez énorme. Donc, nous qui sommes dans la restauration, nous sommes vraiment pris par le renchérissement de nos matières premières. Tout coûte cher aujourd'hui et on va pas se mettre, on va pas se dire que voilà, on va changer la carte tous les jours. C'est impossible parce que si on doit vraiment s'adapter à la réalité, on n'aura plus de clients. Parce que les prix aujourd'hui qu'on pratique ne sont pas les prix qui sont forcément liés à la conjoncture. Mais on essaie juste de survivre en espérant peut-être qu'à la fin de l'année, l'activité va se relancer. Il y Reprendre. aura, oui, voilà, les coûts d'approvisionnement seront plus Plus bas, abordables. plus abordable. Effectivement, oui, oui. Voilà, plus abordable, plus bas, et Mhm. c'est un peu ça la réalité. Donc, aujourd'hui, le contexte n'est pas favorable pour l'activité, et c'est ce qui s'explique aujourd'hui. Donc, on espère qu'avec le temps, les coûts de matières premières sera vraiment abordable parce qu'on ne peut pas changer la carte tous les jours, on ne peut pas augmenter les prix aux clients tout le temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un plat coûte 3 000, demain, il touche 4 000 parce que, par exemple, le kilogramme de beurre a augmenté. L'huile a augmenté, par exemple. Les pommes, par exemple, qu'on fait beaucoup, le prix du sac de pommes de 90 kilos a augmenté, par exemple. Donc, du jour au lendemain, on ne peut pas le faire tout le temps. Donc, ça, c'est Alors, aussi le la chiffre réalité. d'affaires. Bon, au On niveau attend du tout chiffre ça. d'affaires, donc je pense quand même que vous pouvez quand J'espère même qu'il est imaginer. florissant parce que c'est ce qu'on te souhaite. Oui, oui. Donc, je pense que c'est important, justement, la question d'Alexis est importante sur le chiffre d'affaires. Et je vais rebondir là-dessus, sur le chiffre d'affaires. C'est une très bonne question sur le chiffre d'affaires, pour une simple raison. Bon, on a 5 restaurants aujourd'hui. Vous pouvez deviner que le chiffre d'affaires, il est assez consistant. Mais le chiffre d'affaires n'est pas le plus important parce que le chiffre d'affaires, c'est en fait c'est le montant global de nos ventes. Global, Mais oui. ça ne, oui, le chiffre d'affaires, ça ne veut pas dire qu'on gagne ou pas parce que vous pouvez faire Mhm. un chiffre d'affaires de 100 millions et vous avez un résultat négatif, par Oui, exemple, parce que vous avez des exactement. charges élevées. Ça Oui, arrive. oui, ça arrive. Soit vous avez un crédit qu'il faut rembourser. Ça Mhm. joue sur les charges financières et tout. Donc, on peut Mhm. avoir un chiffre d'affaires élevé et ne pas faire de Ne bénéfices, pas faire de par bénéfices, exemple. Voilà. exactement. Donc, le chiffre d'affaires, c'est vrai, c'est un indicateur pour mesurer l'activité. C'est bien pour le commercial. C'est un très bon indicateur commercial pour voir la performance, pour mesurer la Pour performance de les banques l'entreprise. aussi, Oui, pour les banques aussi, parce que voilà, voilà. Mais après, le chiffre d'affaires, lorsqu'on déduit, lorsqu'on fait son compte de résultats, on déduit tous les charges, il ne reste pas souvent grand-chose à la fin.
Donc, maintenant, tout dépend des activités. Maintenant, le fast-food, vous savez, le fast-food a des taux de marge qui sont différents de la gastronomie. Je vous prends un exemple. Si vous allez dans un restaurant, par exemple, au Hilton, bon, entre guillemets, parce que c'est quand même un hôtel qui est pignon sur rue sans publicité, vous verrez par exemple que bon, le prix du plat est peut-être de 15 000. Vous voyez, vous verrez qu'en fonction de la charge et tout, entre les ingrédients qui sont proposés et le prix du plat, vous verrez que la marge en gastronomie est plus élevée. Ça veut dire qu'il peut avoir des marges de 300, voire l'ordre de 400%. Par exemple, sur un produit comme un cocktail ou sur un plat, par exemple, échine de porc, etc. Donc, vous verrez qu'il y a une différence dans le coût, dans le prix. Donc là, or, dans le fast-food, la marge est plus serrée. Donc, vous êtes sur des marges plus ou moins, voilà, parfois de 50%, parfois de 100%. Et pour mieux s'en sortir, il faut aller sur les boissons. Ça Mhm. permet de faire plus de marge et tout, mais de façon générale, dans l'activité du fast-food, les marges sont très, très limitées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le chiffre d'affaires, c'est pas, c'est juste, c'est un bon outil commercial pour les banquiers, pour mesurer un peu la performance commerciale de Alors, rentrons l'entreprise. autour de ce chiffre Ouais. d'affaires, alors. Ouais. Alexandre, Donc, on veut savoir c'est oui, quoi. Merci, Merci à oui, Alexis oui, pour tout à fait. cette Donc, question. oui, On il est veut autour. savoir le Oui, chiffre d'affaires. Mais ça booste les oui, jeunes entrepreneurs aussi qui nous écoutent. Ils se disent, bon, voilà, effectivement, oui, oui. Oui, malgré il est autour. tes Oui, explications, c'est très important, c'est bien à savoir, oui, mais faut aujourd'hui, quand même oui, arriver à faire aujourd'hui, un chiffre d'affaires. oui, oui. Bon, aujourd'hui, vous imaginez bien qu'avec Saint-Paul de restauration, il est autour quand même de plus de 120. 120 millions. Bah, c'est magnifique. Oui, C'est pour oui, des, pour, oui, un- pour oui, un, oui, mais pour après, une jeune oui, chaîne comme celle-là, c'est magnifique. C'est oui, super. Bravo. oui, mais après, comme je vous l'ai dit, il y a des charges en fait. Il y a Bah du oui, personnel qu'il faut bien sûr, payer. bien sûr, Il y a du loyer qui est aussi bien sûr, exorbitant parce que nous sommes dans les centres commerciaux, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, ça veut bien dire que sûr. oui, oui, il y a beaucoup de charges. Mais comme je l'ai dit, c'est un bon indicateur commercial, mais ça ne C'est définit pas commercial, mais c'est pas si la, toujours dit qu'on fasse du oui, oui, bénéfice derrière. tout à fait, oui. On peut faire 50 millions et avoir un résultat négatif. Négatif, oui. Voilà, J'en sais effectivement, oui. quelque chose, je suis entrepreneur, donc j'en sais Voilà. quelque chose. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir répondu à cette question. Alors, tu es spécialisé dans le marketing stratégique de vente. Est-ce que, qu'est-ce que tu pourrais nous dire dessus? Est-ce que les entrepreneurs aujourd'hui peuvent se prendre cet outil comme un outil qui leur permette de performer dans leurs entreprises ou d'apporter un plus dans leur entreprise? Parle-nous Oui, en quelques phrases oui, oui. de Donc, cette casquette que non, tu as. tout à fait, oui. Donc, bon, ça, c'est une casquette que j'ai parce que en même temps, je suis aussi consultant dans les cabinets qui font de l'accompagnement aussi du suivi pour certaines startups et certaines entreprises dont j'interviens parfois de façon, je vais dire, temporaire. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'aujourd'hui, il faut avoir une stratégie cohérente. Le tout n'est pas de proposer un produit de façon classique, mais il faut avoir de la stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi de façon concrète? Ça veut dire que avoir une orientation de ce qu'on fait. Mhm. Aujourd'hui, si je définis mon orientation, par exemple, j'ai pris l'exemple d'un salon un institut de beauté, par De exemple. beauté, oui. Il faudrait aujourd'hui que je puisse déjà, en fonction de l'emplacement de mon entreprise, ça veut dire que dans Oui. quel quartier je suis installé, que je puisse Mhm. déjà, à la base, mener une étude de marché. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est difficile aujourd'hui et beaucoup d'entrepreneurs se rendent compte très tard, c'est que beaucoup lancent un business sans faire des études de Des marché. études de marché. On se Énormément dit oui, d'entrepreneurs font cette bêtise. oui, on se dit que non, c'est parce qu'on est à Bastos que ça va marcher, c'est parce qu'on est Omnisport que ça va marcher, c'est parce qu'on a Biémassi, un quartier par exemple, que ça va Pas marcher. Non, toujours. parfois, il faut mener des études de marché. Et ces études de marché, parfois, on a l'impression que c'est quelque chose d'esthétique. Ça n'a pas une Non. très grande importance parce que voilà, on se fie aux bouches à oreilles, on se dit que voilà, il suffit juste de se placer au carrefour, de voir le nombre de véhicules qui passent pour savoir que forcément, si on est là, ça va marcher. Oui, mais ça peut marcher, oui, mais c'est pas toujours le cas. Et il y a plein d'exemples légion. Il y a eu des entreprises, on va pas citer les noms, qui se sont positionnées dans les quartiers
qui ont eu, au fil du temps, se sont rendus compte que effectivement, en fait, on n'est pas où il y a la bonne cible. Ça veut Oui, dire quoi? Ça veut dire que si je veux proposer un produit haut de gamme et que je m'installe, par exemple, dans un quartier, par exemple, comme avec Essos, les Guédiois, où c'est vrai, où est Guédiois, où peut-être le pouvoir d'achat est très faible, c'est très faible forcément, oui, oui, forcément, il y aura de l'offre. Oui, l'offre sera de qualité, mais ça va pas être adapté à la cible. à la cible. Voilà, si par exemple j'ai un label, par exemple, voilà, comme peut-être le Moulin de France qui est VIP, tout ça, et que j'offre dans un quartier, je sais pas, comme peut-être Melaine, forcément, il n'y a pas cette cible, il n'y a pas cette cible qui est capable Non. d'acheter un pain à 600 ou 1000 francs. Vous Mhm. voyez, c'est-à-dire que leur pouvoir d'achat, c'est acheter le pain entre 150, 125 ou 200. Donc, c'est pour ça que dans la stratégie importante, parce que ça permet déjà, déjà de mieux connaître déjà ses prospects, mieux connaître sa clientèle au fil du temps et aussi Exactement. choisir le bon segment dans lequel on veut s'implanter. Parce que Exactement. rien n'est improvisé. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup improvisent. Beaucoup se disent que bon, voilà, je vais lancer peut-être ça à Bonamou Sadi. Comme il y a les jeunes là-bas, forcément, ça va marcher. Mais Mhm. c'est la réalité. Donc, par contre, il y a des quartiers, par exemple, populaires, comme on a cité, comme M. Alexis a rebondi sur Elite Joy, les quartiers où l'offre peut être adaptée. Ça Oui. veut dire que, par exemple, je vais peut-être lancer un produit low cost, ça veut dire bas prix. Là, je Mhm. cible un quartier populaire. Je peux cibler Mendon, je peux cibler Légué-Joie, je peux cibler par exemple un quartier populaire comme New Bell, je peux cibler plein, tu vois. C'est vrai, il y aura peut-être toujours une classe moyenne, mais Mhm. il y a toujours cette problématique au niveau du pouvoir d'achat. Donc, OK. pour ce qui est de la stratégie commerciale à sa place, et on néglige beaucoup ça, mais ça permet au moins d'avoir ça permet d'être un bon indicateur et ça permet de savoir où on va. Oui, Aujourd'hui, je vous exactement. prendrai un exemple d'une entreprise qui mène toujours une très bonne stratégie marketing. C'est vrai, aujourd'hui, c'est des entreprises un peu plus ou moins françaises, mais c'est une réalité. Vous verrez par exemple qu'une entreprise, par exemple les banques, vous verrez dans certains quartiers, une banque, avant de s'implanter dans un quartier, rien que le choix du côté est étudié. Mhm. Je vous prends un exemple. Une banque, vous verrez toujours que la banque va essayer de se positionner dans un quartier dans le sens où les gens sortent beaucoup le matin. Ça veut dire que si vous êtes dans un quartier comme Biemassi, vous verrez que la plupart des banques sont à droite. UBA est à droite, SCB est à droite parce que c'est dans UBA et BISEC, tout ça, parce que c'est dans ce sens que les gens sortent le matin Non. pour aller au boulot, ou pour OK. aller au marché, ou pour aller dans les différentes activités. Donc ça, c'est déjà un exemple d'étude de marché. Ça te permet déjà Mhm. de connaître le flux de prospects, De la prospect. zone de chalandise aussi, voilà. Donc c'est des indicateurs parfois anodins, mais qui font Ça, en c'est sorte très qu'il faut intéressant. toujours une stratégie. Il faut toujours avoir une stratégie. C'est la même chose, par exemple, par exemple, pour les supermarchés, que ce soit Super U, que ce soit Carrefour. Vous verrez toujours qu'ils peuvent faire 2 ans d'études de marché avant de s'implanter. Et quand ils s'implantent, ils savent toujours qu'ils sont dans un bon bassin de consommation. Ils Mhm. sont dans un endroit, par exemple, où il y a toujours des embouteillages. Parce que les embouteillages que vous voyez là, c'est négatif pour nous, les usagers, nous qui sommes soit au volant, soit dans un taxi ou dans un véhicule. Mais c'est Mais pour une bénéfique pour entreprise, certains. mais pour une entreprise, l'embouteillage est facteur de visibilité. Oui, oui, oui. C'est pour ça que Exactement. vous verrez toujours que Carrefour cherche les endroits où il y a les embouteillages. À quoi? Mhm. Beaucoup d'embouteillages. Dans un moment, quand les embouteillages vont vous énerver, vous allez garer, vous allez prendre. Mais parfois, on se dit toujours que l'embouteillage, ça décourage les clients, mais c'est un bon facteur parce que ça permet ça permet de savoir que là, il y a du trafic et Mhm. il y a un potentiel, il y a un maximum de personnes qu'on peut capter. On peut capter. Ça, c'est très Oui. Donc, intéressant. Très, oui. très intéressant. Donc, une étude de marché est vraiment primordiale pour une entreprise. C'est primordial. C'est comme, Tout à fait.
Oui, 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 c'est vraiment primordial. C'est pour ça que j'ai vraiment tenu à te poser cette question parce que je sais que c'est primordial. Avant de se lancer dans une affaire, il faut faire une étude de marché. Il faut pas se lancer juste parce que j'ai eu une idée, je suis chaud bouillant comme ça. Il faut être sûr. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que j'ai mon avatar, vraiment le bon avatar, la bonne cible? Oui. Est-ce qu'il y aura la demande par rapport au produit que je vais proposer? Quelle est la demande? Et quel est vraiment l'endroit géographique où je dois positionner vraiment cette demande. C'est très, très important. Merci beaucoup à Alexandre. Vraiment, cette interview est riche. Mais je suis très contente d'avoir attendu 2 mois avant de, avant de faire cette interview. Tout à fait, oui. Merci, merci beaucoup. Et je sais que tu Ouais, t'es spécialisé aussi pour le marketing digital, sachant ouais. qu'aujourd'hui, le marketing digital, ça est vraiment, devient de plus en plus incontournable dans les entreprises. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cela? Oui, je pense quand même que aujourd'hui, au début, il y a 5 ans, ou 3 ans, 4 ans, ça n'intéressait pas beaucoup d'entrepreneurs d'avoir une page Facebook ou d'avoir un compte professionnel parce que quand on voit le digital, beaucoup voient seulement Facebook, même rien qu'un compte professionnel WhatsApp, c'est aussi un impact digital. Donc Oui. aujourd'hui, il y a 4 5 ans, ça n'intéressait pas grand monde, mais aujourd'hui, avec le nombre de comptes, par exemple, le nombre de comptes de personnes connectées sur Facebook aujourd'hui, le nombre de personnes connectées sur Twitter, le nombre de personnes connectées sur Instagram aujourd'hui, le marketing digital vient quand même révolutionner aussi la façon de communiquer. Et Mhm. aujourd'hui, ça plaira à beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'avec le marketing digital aujourd'hui, les coûts sont vraiment très accessibles. Je prends un exemple simple. Avant, pour se faire connaître, il fallait se rapprocher de Canal 2 ou de la CATV pour Oui. avoir un spot peut-être publicitaire, Publicitaire. Mhm. etc., aux bonnes heures, ou peut-être avoir un public reportage après le journal, ça coûtait au moins 300 000, 400 000. Or, aujourd'hui, on peut mener de bonnes campagnes ciblées sur Oui. Facebook avec 15 000. Facebook. Oui. Avec 15 000, on Oui, peut oui, oui, oui. avoir un bon ciblage, on peut avoir une bonne audience et on peut Mhm. avoir de taux de couverture très intéressants avec peu de Mhm. moyens. Donc Oui. aujourd'hui, le digital a cette facilité, c'est que les coûts sont abordables. Mhm. Pour le moment, peut-être que Facebook et d'autres TikTok ou autres montreront les coûts, peut-être. Mais aujourd'hui, les coûts sont abordables. Et aujourd'hui, la stratégie digitale a sa place parce que tout le monde est connecté aujourd'hui. Oui. Donc, pour une entreprise, ne pas être présente sur ces différentes plateformes, c'est quand même rater une certaine audience. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises font du chiffre sur l'aspect digital. Digital. C'est vrai, Exactement. c'est vrai qu'avec le digital, il y a peut-être des coûts qui s'ajoutent, mais c'est des coûts qui sont aujourd'hui très raisonnables et ce Mhm. sont des coûts qui sont très importants. Pour le cas Exactement. de notre entreprise, notre communication aujourd'hui s'adresse à une cible qui est jeune, qui est branchée, qui est tout public et qu'on Mhm. trouve forcément sur ces réseaux-là. Donc Bien sûr. aujourd'hui, par rapport à ce qu'on dépensait avant, sur les médias classiques et ce qu'on dépense aujourd'hui, je pense quand même qu'en termes de budget publicitaire et de communication, c'est vraiment quelque chose de bien que ça nous apporte. Donc maintenant, aujourd'hui, une entreprise peut augmenter, avoir une stratégie claire et efficace et avoir une forte communauté digitale aujourd'hui. Donc, pour OK. moi, le digital a toute sa place. Et je pense que beaucoup aujourd'hui suivent le bain parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui Mhm. font du chiffre d'affaires grâce au digital. Exactement. Aujourd'hui, Oui. je peux te confirmer que sur 10 commandes de nos produits, Mhm. il y en a au moins 60% qui viennent du digital. Ça veut Wow. dire que Wow. le client nous écrit sur la page Instagram ou Wow. sur la page Facebook en nous disant que voilà, je veux commander un tacos. Est-ce que je peux être livré? Wow. Donc, le digital aujourd'hui est vital pour beaucoup d'entreprises comme la nôtre. Donc, c'est Oui. quelque chose qui n'est pas négligé non plus. Wow. Merci beaucoup. Franchement, ce soir, tu nous donnes des pépites d'or. Les entrepreneurs qui vont regarder cette interview n'auront pas faim. Ils n'auront pas faim, ils seront servis parce que tu nous as vraiment déroulé de par ton expérience
des stratégies vraiment très, très intéressantes et des informations très intéressantes. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous, quel est l'entrepreneur en quelques phrases, parce qu'on arrive gentiment à la fin de notre interview. Ça passe tellement vite, Oui, mon très Dieu, vite. mon Dieu, mon Dieu. Alors, quel, qu'est-ce que, quel est quelles sont les qualités d'un bon entrepreneur selon toi? Hum, bon, en termes de qualité pour un bon entrepreneur, à mon avis, il y a 3 points essentiels. Il y en a tellement, mais je pense que pour moi, les Oui, 3 points essentiels, c'est déjà la passion. Parce oui. que pour moi, la passion, c'est la meilleure Yes, motivation pour réussir. C'est yes, la meilleure motivation pour réussir. Et la passion vraiment permet d'aller au-delà de ses limites. yes. Parce que il y a des moments qui vont être très difficiles. Il y a des moments où parfois on se dit que voilà, il y aura des mois qui vont être difficiles. On se dit que est-ce qu'il y a assez d'argent pour payer les salaires? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour payer les factures d'électricité? Est-ce qu'il y a assez d'argent pour payer le loyer? Donc, si on ne reste pas motivé, on ne reste pas passionné par son projet et qu'on ne prenne pas ce projet à cœur, on va vite se décourager. Donc, pour moi, la passion est très importante. Yes. Maintenant, il y a aussi un deuxième point qui est la créativité. Parce que la créativité est importante parce que, comme on l'a dit, dans le business ou dans toute activité, il y a la concurrence. Oui, Peu importe dans où on se trouve, il y aura toujours une personne qui a fait ça avant nous. Peu importe. À oui, moins on ne vienne avec un concept très révolutionnaire. Mais même mhm, si on ne le fait pas dans notre pays, il y a d'autres qui le font ailleurs. exactement. Donc, il faut rester créatif. Ça permet justement de se démarquer déjà de la concurrence. Maintenant, un aspect qui est pour moi aussi essentiel, qui est aussi un pilier quand on veut se lancer, c'est le relationnel. Le relationnel est très important. Le relationnel permet d'avoir des bons tuyaux. Exactement. Le relation... Moi, je prends par exemple mon compte. Par exemple, aujourd'hui, si nous sommes dans des points comme Carrefour Market, c'est parce que voilà, j'ai essayé de demander autour de mon entourage, est-ce que c'est disponible, quelle est la bonne personne que je peux situer, que je peux toucher pour pouvoir défendre mon projet et avoir l'autorisation d'ouvrir. Donc, il y a ce relationnel-là. Donc, j'ai regardé dans mon carnet d'adresse et j'ai eu des facilités. Donc, il ne faut pas rester fermé, il faut être ouvert, il faut communiquer, il faut parfois assister à des événements. Donc, toi, Oui, par exemple, qui fais si bien dans le coaching, tu sais très bien que le networking est important parce qu'il faut aller dans très des événements, il important. faut aller Très, très dans les important. rencontres, causer avec d'autres jeunes et aussi écouter ce qu'ils disent parce que chacun Mhm, a son vécu, chacun a ses expériences et parfois, toi qui n'as pas la solution, l'autre a une solution. mhm. Donc, vraiment, pour pouvoir développer ce business-là, tant au niveau des clients que des partenaires, il faut cultiver ce relationnel-là. C'est qui pour moi est très essentiel. Super, mais magnifique. Merci beaucoup. Je n'aurais rien ajouté par rapport à cela. C'est vraiment, tout est dit. Et un dernier mot pour ces jeunes qui vont regarder cette émission pour qu'ils puissent être motivés. Qu'est-ce que tu pourras dire à notre jeunesse d'aujourd'hui par rapport Oui, à l'entrepreneuriat? oui, oui, donc je pourrais dire que c'est vrai, nous sommes dans un contexte très dur, que ce soit pour ceux qui suivent ce direct, qui sont au Cameroun ou ceux qui sont à l'extérieur, peu importe l'environnement, l'environnement est très difficile. Mais l'audace, c'est quelque chose d'important. L'audace permet déjà de faire le premier pas. Et vous savez, parfois, il y a une dynamique qui est souvent propre à l'univers. Hein. Quand on fait le premier pas, après, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent facilement. Donc, essayez Exactement. quand même de faire le premier pas, même s'il y a des difficultés. C'est vrai, notre contexte n'est pas facile, mais il faut déjà essayer d'avancer. C'est vrai aussi, ne pas trop compter sur le financement bancaire classique parce que la banque va vous financer quand elle aura vu ce que vous produisez au bout d'un an ou un an et demi. Donc, il ne faut jamais attendre de la banque une aide particulière. Et aussi, dès le départ, se lancer en sachant que les 6 premiers mois, bah, vous n'aurez pas grand-chose. Même s'il y a du chiffre d'affaires intéressant, mettez-vous dans Mhm. la tête que dès que je me lance, je dois avoir assez d'argent pour payer les 6 premiers mois de salaire, les 6 premiers mois de loyer et les 6 premiers mois de charge. Ne vous dites pas que, comme le business plan a dit que dans 2 mois, dans 3 mois, j'aurai, j'aurai 800 000. C'est ça, ça veut ça que je vais payer le loyer. Non. Sinon, vous serez amèrement surpris et au bout de 6 mois, vous allez abandonner. Donc, rester pragmatique, avoir les pieds sur terre et voilà, être réaliste, tout en sachant que nous sommes dans un environnement assez atypique, nous sommes dans un environnement
qui nous semblent parfois très hostiles. On a l'impression que quand on se lance, on a tout le monde contre nous. Mais voilà, il faut être comme un caméléon. Vous savez, Exactement. le caméléon change de couleur en fonction de l'environnement et il s'adapte. Exactement. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Oui, Alexandre. Merci, merci, merci pour ce parcours riche, très riche. Pour ton âge, 30 ans, on a l'impression d'entendre un monsieur qui a 70 ans, qui a peut-être 30 ans d'expérience, en fait. Hein. On entend là un monsieur qui a 30 ans d'expérience, c'est vraiment riche et tu es très calé dans ce monde de l'entrepreneuriat, justement parce que tu as de l'expérience. Ce que tu viens de dire aux jeunes tout à l'heure, n'attendez pas, lancez-vous. N'attendez pas avoir des milliards pour vous lancer. N'attendez même pas les millions pour vous lancer. On peut se lancer, il y a des affaires aujourd'hui, on peut se lancer avec 100 000 francs CFA. Je parle aux jeunes qui sont au effectivement. niveau de l'Afrique. 100 000 francs CFA, on peut se lancer avec 300 dollars. Moi, j'ai eu des témoignages des personnes qui ont même commencé même avec 100 dollars une affaire parce qu'ils étaient déterminés, ils étaient passionnés, ils étaient prévenants, ils ont écouté des interviews comme ceci et ils ont pu avoir des stratégies qui les ont permis de pouvoir avancer avec leurs 100 dollars, 100 000 francs CFA, 200, 300 euros et atteindre vraiment des sommets. Il faut pas toujours attendre, comme l'a dit Alexandre, le financement des banques. Non, vous pouvez être salarié dans un premier temps et parce que vous êtes passionné par l'idée que vous avez envie de mettre en place, mettre un peu d'argent de côté, prendre cet argent, se lancer. Surtout, suivez les conseils Alexandre vous a donné ce soir. Suivez les conseils que vous écoutez sur cette plateforme et allez chercher. Moi, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je n'avais jamais fait une école quelconque. J'ai pris la peine d'aller écouter les autres. Ça m'a beaucoup Mhm. aidé. J'ai lu beaucoup de livres. Aussi se former. Alexandre aujourd'hui peut parler comme il parle parce qu'il est formé. Il a de la on sent qu'il a de la formation derrière. D'ailleurs, il nous a parlé de son cursus. On sent que c'est un gladiateur au niveau de la formation. Donc, je sais qu'il Merci. va continuer à se former. Il faut vous former quand Oui, vous pouvez. Aujourd'hui, sur Internet, il y a des formations gratuites. Vous pouvez aller vous former un peu de marketing, un peu de vente, un peu de communication, apprendre des stratégies, venir regarder des vidéos comme celle-ci pour avoir de la mâche, pour avoir des coachs solides, pour avoir un mental de gagnant et de gladiateur pour en sorte que vous puissiez atteindre des sommets. Je te remercie beaucoup, je te Alexandre. remercie. Merci Oui, d'avoir honoré à ce rendez-vous. Merci à ceux qui ont été avec nous ce soir et mhm. merci à ceux-là qui Oui, vont venir regarder la vidéo qui sera diffusée sur Facebook, aussi sur YouTube. Ce soir, je mettrai déjà la vidéo sur YouTube et sur Facebook. ok. Alexandre, Alors, ici, c'est ta ok. maison. Reviens quand tu Merci, veux. ce fut un Quand plaisir. tu veux parler Merci. de Foot Square, tu Oui. seras toujours le bienvenu sur cette plateforme des entrepreneurs à succès. Nous sommes heureux de te compter parmi nos entrepreneurs à succès. Merci. Merci. Merci Bonne beaucoup, fin de merci, soirée. merci. Reviens quand tu Bonne veux. fin. Et ça, je suis sûre que Merci. moi, je te dis déjà que tu dois revenir parce que je vais te chercher encore très bientôt pour que tu viennes nous Ok, partager vraiment tout ce savoir. Parce que j'ai ce senti sera encore toujours que un tu avais plaisir. tellement de choses à nous dire, mais le temps est Oui, tellement court et ça oui, passe tellement vite effectivement. que tu as pas pu nous dire tout ce que tu avais envie Oui, de nous dire. Reviens quand tu veux et moi, je vais oui. te chercher encore pour que tu reviennes nous dérouler Merci. à tout le savoir que tu as en toi en tant qu'entrepreneur. Merci de faire notre Merci. fierté des entrepreneurs à succès. Merci de faire la fierté des jeunes du monde entier, des jeunes Camerounais. Nous sommes fiers d'Alexandre, notre jeune Merci. entrepreneur à succès. Merci beaucoup, merci Bonne infiniment. Je soirée. te souhaite une excellente soirée. Je te dis Soirée. à très, très bientôt sur À cette très bientôt. plateforme. Au À revoir. très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vous remercie à vous tous d'avoir assisté à cette interview qui était vraiment riche, très, très riche pour tous les entrepreneurs qui sont déjà sur la place ou pour ceux-là qui ont envie de se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Revenez nombreux sur cette plateforme. Cette plateforme, vraiment, il y a des pépites d'or pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, si vous suivez cette interview et les autres interviews qui sont sur cette plateforme des entrepreneurs, vous pourriez vous lancer dans le monde de l'entrepreneuriat sereinement. Je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt. Au revoir.